pour une nouvelle émission de Semence Mag. Alors aujourd'hui, nous allons parler de deux plantes omniprésentes dans nos cuisines, le colza et le tournesol que nous consommons sous forme d'huile. Alors quels sont les atouts santé de ces huiles fabuleuses? Et surtout, quel est l'intérêt aujourd'hui de combiner les valeurs, les atouts santé du colza et du tournesol? Avec nous, nos invités aujourd'hui vont nous faire découvrir cette aventure. Thierry André, bonjour. Bonjour. Vous êtes sélectionneur de variétés de tournesol chez Soltis, c'est bien ça? C'est bien ça. Sébastien Derave, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des variétés de colza, donc vous sélectionnez également ces plantes de colza chez KWS. Tout à fait. Et Nathalie Païs, bonjour. Bonjour, Elisabeth. Elisabeth, pardon, excusez-moi. Vous êtes responsable communication et nutrition chez Le Sieur. C'est ça. Alors la première question qu'on a envie de vous poser, c'est expliquez-nous quels sont l'intérêt nutritionnel de ces deux huiles, de colza et de tournesol. Alors pour bien comprendre l'intérêt nutritionnel de ces huiles, il faut déjà avoir quelques notions de nutrition sur les acides gras. En fait, il y a deux grandes familles d'acides gras, les acides gras saturés, qui sont malheureusement surconsommés par les Français aujourd'hui, par environ 8 personnes sur 10 quand même. Donc, quand on parle d'acides gras saturés, c'est le beurre par exemple. Oui, c'est ceux qu'on retrouve dans les matières grasses animales, tout à fait. Et c'est ceux qu'il faut limiter, car lorsqu'ils sont surconsommés, ils favorisent l'apparition des maladies cardiovasculaires notamment. Et la deuxième grande famille, c'est les acides gras insaturés, donc avec 3 familles à l'intérieur, les oméga 9, les oméga 6 et les oméga 3. Donc on parle en effet beaucoup de ces oméga 3, 6, 9. Quels sont leurs intérêts nutritionnels? Alors, les oméga 6 et les oméga 3, ce sont des acides gras qu'on appelle essentiels. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas fabriqués par notre corps alors qu'il en a besoin. Donc, il faut absolument les apporter par notre alimentation. Ils ont des particularités sur de nombreuses fonctions de notre organisme, mais notamment ils vont agir sur le bon maintien du cholestérol, qui vont favoriser les maladies, qui vont favoriser la santé cardiovasculaire. Voilà, une bonne santé cardiovasculaire. Alors, monsieur le sélectionneur de tournesol et de colza, expliquez-nous. Alors d'abord, Sébastien, expliquez-nous. Aujourd'hui, l'huile que nous utilisons, l'huile de colza, est-il identique ou différent? Quelle a été son évolution entre il y a 50 ans et aujourd'hui? Je dirais, ce qu'il faut bien comprendre, si on reprend l'histoire du colza, c'est qu'elle est bien plus ancienne encore que 50 ans, puisqu'elle était déjà utilisée par les Chinois sous l'Antiquité. Elle a eu un grand essor en Europe, je dirais dans les années entre la Révolution française et la Révolution industrielle, mais on la consommait très peu. C'était l'huile qui était destinée plus aux pauvres, et on l'utilisait donc pour les lumières, enfin pour tout ce qui était lampe à pétrole, mais c'était l'huile de colza. Et on l'a retrouvée finalement dans nos champs français et européens depuis les années 60, avec beaucoup d'évolutions bien sûr sur l'huile pour la rendre, je dirais, consommable et appréciable pour nous tous. Donc vous avez travaillé sur les caractéristiques de l'huile. De quelle manière travaillez-vous pour améliorer ces caractéristiques? Si on reprend l'huile, le colza tel qu'il était dans les années 60, il avait un composant qui était, alors qu'on appelle, c'est un mot un petit peu scientifique, l'acide érucique, donc qui posait quelques soucis pour l'alimentation humaine. Donc le premier travail de sélection, si on voulait maintenir le colza sous nos latitudes, c'était de supprimer cet acide érucique. Donc le travail de sélection a consisté à éliminer cet acide érucique pour le rendre consommable, pour rendre l'huile consommable au grand public, enfin au grand public à nous tous, et sans problème de santé. Donc on a créé des colzas simple zéro. Simple zéro, sans acide érucique. Et au niveau de ces caractéristiques nutritionnelles, quel a été le travail concret du sélectionneur aujourd'hui par rapport à la qualité de l'huile que nous avons? Je dirais aujourd'hui, on continue de regarder donc cette huile, déjà pour avoir le maximum d'huile dans la graine de colza. Premièrement, et après on a des contacts aussi avec nos clients qui travaillent directement avec les agriculteurs pour voir quel profil d'acide gras justement on a dans ces huiles et voir si ça répond aussi aux demandes de la filière, aux demandes avec des acides gras, des profils d'acides gras bien spécifiques. Alors, au niveau du sélectionneur de tournesol, au niveau du tournesol, Thierry André, quelles ont été ces grandes évolutions au niveau des caractéristiques en acides gras? Alors déjà en tournesol, il y a eu d'énormes évolutions même avant de parler d'acide gras d'un point de vue de la plante elle-même. C'est une plante qui est originaire d'Amérique du Nord
et qui est en fait à l'état sauvage naturel est très différente de ce qu'on connaît actuellement, d'une plante qui a une grosse fleur sur une tige simple. On a plutôt une plante qui est très ramifiée et qui fait de nombreuses petites fleurs et énormément de petites graines. Il y a des échantillons ici de ces graines de tournesol sauvage. Et en fait, ce sont les Indiens d'Amérique du Nord qui, il y a très longtemps, il y a 2500 ans avant Jésus-Christ, ont été les premiers sélectionneurs et ont transformé cette plante ramifiée en une plante avec une tige et un gros capitule et des grosses graines. Et parce qu'on voit la taille des petites des graines ancestrales, elles sont vraiment minuscules. Alors, elles sont 5 à 10 fois plus petites en fait, donc les Indiens ont fait vraiment un gros travail pour améliorer, grossir cette graine et la rendre plus utilisable. Ils l'utilisaient ensuite comme une céréale pour faire des gâteaux, des cakes, mais pas spécialement pour en extraire l'huile, parce que la teneur en huile était à l'époque extrêmement faible. Et c'est ensuite, en arrivant en Europe, alors elle a été importée en Europe au XVIe siècle avec un petit peu toutes les nouvelles plantes du nouveau continent. Et elle est restée en fait une plante ornementale pendant des siècles. Et c'est seulement au XXe siècle, à cause du carême orthodoxe en Russie, qui interdisait de consommer des corps gras, qu'il y a un sélectionneur russe qui s'est dit, mais là on a un oléagineux potentiel qui n'est pas sur la liste de ce qui est interdit, et qui, par un travail acharné de 40 années successives, de 1920 à 1960, a fait monter la teneur en huile du tournesol de 20% à 50%. Alors quand vous nous dites un travail acharné, c'est-à-dire que vous croisez les meilleures plantes entre elles pour additionner les bénéfices? C'est exactement ça. Ils prenaient à chaque fois les meilleurs géniteurs potentiels. Les meilleurs parents? Les meilleurs parents, on va dire, ouais, pour simplifier, les plus riches en huile. Il les croisait, il étudiait la descendance et il recroisait de nouveau les descendants les plus riches en huile. Et d'année en année, en fait, il a fait monter ce niveau d'huile. Et on a maintenant un tournesol qui est un oléagineux. Donc au départ, c'était une céréale. Ensuite, c'est devenu un ornemental. Et maintenant, c'est un oléagineux. Quel parcours passionnant du tournesol. Alors, le tournesol, aujourd'hui, donne 2 types d'huile. Pouvez-vous nous expliquer ce phénomène? Alors on a, donc ça a été présenté des oméga 6 majoritairement dans l'huile de tournesol conventionnelle, qui est donc c'est des acides gras essentiels bénéfiques pour la santé. Et encore un russe de nouveau, dans les années 70, s'est rendu compte qu'il y avait un variant pour la qualité d'huile, un variant qui était plus riche en oméga 9, qu'on a appelé ensuite l'acide oléique. C'est le composant principal de l'huile d'olive par exemple. Et c'est un composant qui apporte des qualités nutritionnelles appréciables et notamment une moindre dégradation à la cuisson. Donc un côté diététique supérieur. Et s'ajoute à ça le fait que l'huile de tournesol de type oléique est un meilleur candidat pour faire des biodiesels, des biocarburants. Oui, on reparlera de la diversité des débouchés. Mais Sébastien Derève, par rapport au colza, expliquez-nous, de la même manière, vous avez croisé, parce que vous avez pris des photos avec vous, parce qu'on a du mal à imaginer ce que ça peut être un champ d'expérimentation pour un sélectionneur. J'ai l'impression que vous avez des milliers de plantes. Voilà. En fait, tout le travail du sélectionneur, il est de réussir à trouver la variété qui soit la meilleure possible pour l'agriculteur, puisqu'il a ses contraintes, lui, économiques, agronomiques, pour l'industriel qui va utiliser donc, le fruit de l'agriculteur pour en faire une huile, que ce soit une huile qui va être utilisée pour faire des biocarburants ou une huile qui soit utilisée pour la consommation humaine. Donc le travail du sélectionneur, c'est assez compliqué parce que quand on tire d'un côté, on va favoriser l'huile, ce sera au détriment du rendement ou au détriment de la maladie, donc ça va être de résistance à la maladie. Donc ça va être de trouver la variété qui permette de concilier l'ensemble des éléments. Si je reprends sur la photo que vous avez et que j'ai rapportée, c'est une parcelle d'essai. Il faut imaginer qu'ici, vous avez grosso modo X variétés. Chaque parcelle d'essai est égale à une variété potentielle. Une variété avec des caractéristiques bien définies, bien identifiées, bien connues. Tout à fait. Pour vous donner une idée, il nous faut en moyenne, aujourd'hui, avec les nouveaux moyens qu'on peut utiliser en sélection, il nous faut 5 à 6 ans pour trouver une nouvelle variété. Et quand je dis trouver une nouvelle variété, il faut imaginer qu'on part de à peu près 5000
croisements potentiels, 5000 variétés potentielles, pour en trouver peut-être une ou deux finalement qui répondra à la fois aux critères de sélection, d'attente de l'agriculteur, de l'industriel, de l'ensemble de la filière. Alors, Elisabeth Païs, on voit ce travail important au niveau de l'amélioration des caractéristiques du colza et du tournesol. En tant que consommatrice de ces huiles, expliquez-moi comment je dois faire pour couvrir mes besoins en oméga 3 et en oméga 6, concrètement, dans mes recettes. Alors effectivement, chaque huile possède des propriétés nutritionnelles qui sont spécifiques. Donc monsieur l'a rappelé, tournesol riche en oméga 6, le colza particulièrement riche en oméga 3. Et donc il va falloir varier ou combiner ces huiles pour avoir un profil optimal en acides gras. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui dans la population française, il y a de fortes carences en oméga 3. 90% de la population ne consomme pas assez d'oméga 3 aujourd'hui en France. 90%, on c'est nous en parle énorme, pas. 9 personnes sur 10. Et l'une des principales sources de ces fameux oméga 3, ce sont les huiles justement, donc huile de colza en particulier. Or aujourd'hui, elles ne sont pas suffisamment consommées. Alors en effet, donc vous au niveau de votre entreprise, vous essayez d'informer et de communiquer auprès du consommateur comment avec le marketing, c'est-à-dire le packaging, vous arrivez à faire changer les comportements des consommateurs ? Bah justement, on précise qu'il faut varier ces huiles en cuisine. On donne aussi des consignes pour les usages. Oui, justement, parce que le colza, on a toujours en tête, on peut pas faire frire l'huile de colza, par exemple. Alors, pendant de nombreuses années en France, le colza a été déconseillé à la cuisson et on avait pour obligation d'indiquer sur le pack huile pour assaisonnement. Mais cette législation a évolué. C'était une législation vraiment franco-française. Il y avait beaucoup d'autres pays qui utilisaient l'huile de colza en cuisson sans aucun problème. Et donc, cette législation a évolué déjà il y a plus de 10 ans. Donc aujourd'hui, alors, test à la pluie, hein, bien évidemment. Nous, le Sieur, on a un laboratoire à Coudekerque, dans le nord de la France, qui fait différents tests sur le vieillissement des huiles, sur la cuisson des huiles, pour vérifier justement comment l'huile se dégrade. Et nous avons constaté qu'une huile de colza en cuisson va très bien conserver ses oméga 3 à partir du moment où les conditions d'utilisation sont respectées. Donc ne pas dépasser 180 degrés en friture. Et notamment, l'huile de colza effectivement plutôt pour une utilisation à la poêle. Et donc à la poêle, c'est environ 150 degrés de chauffe. Alors, Sébastien Derave, le colza est une huile végétale aujourd'hui beaucoup consommée en France ? Alors, comme on en a parlé, quand on parle de consommation, il faut voir quelles utilisations on en fait. La première utilisation dans nos ménages, c'est celle qu'on va mettre dans la salade. Il faut savoir qu'une grosse partie de l'huile aujourd'hui dans le monde est utilisée pour différentes utilisations, hein, donc la biochimie, le biodiesel et l'alimentation, la consommation humaine. Naturellement, la première au niveau mondial, c'est l'huile de palme, qui est la première utilisée, consommée, suivie de l'huile de soja. Le colza arrive en 3e position malgré tout. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en Europe, où on est finalement le premier bassin de production de colza et de graines de colza, je dirais, l'huile de colza est la 3e ou la 4e consommée en Europe. Et pour l'alimentation humaine en France, c'est la première consommée en alimentation humaine en France. On utilise la 4e, pardon. Excusez-moi. La 4e, c'est en Allemagne, voilà, où elle est la première consommée en Allemagne. D'accord, il y a également le débouché de l'alimentation animale. Vous avez travaillé également sur des critères spécifiques pour les aliments, pour nos animaux ? Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la graine de colza que vous avez devant vous, on va la presser, on va en sortir de l'huile, mais il y a tout un coproduit qui va rester, qui est riche en protéines, donc on va l'utiliser pour faire des tourteaux. Donc derrière, l'idée pour nous, hein, je vous parlais du travail de sélection, c'est d'avoir à la fois des variétés qui auront du rendement pour l'agriculteur, qui seront riches en huile pour l'industriel et qui seront riches en protéines pour la filière animale, puisqu'il y a la volonté aussi en Europe, je dirais, d'avoir une certaine autonomie sur les protéines. Et les tourteaux de colza, notamment, s'intègrent tout à fait dans ce schéma. Aujourd'hui, le permettent. Alors Thierry, André, au niveau du tournesol, quels sont aujourd'hui les grands critères à améliorer ?
Alors en fait, notre mission prioritaire, le critère numéro 1, ça reste d'assurer la rentabilité de la culture et le revenu du producteur. Et pour arriver à ça, on a plusieurs voies en fait, d'amélioration du tournesol. Un, c'est le rendement en grains. Et deux, c'est une meilleure valorisation de l'huile et de la graine de tournesol, donc qui peut aussi apporter un revenu supérieur à l'agriculteur. Donc sur le critère numéro 1, amélioration du rendement, en fait on se concentre beaucoup sur tout ce qui est résistance à la sécheresse. Le tournesol est déjà une plante qui est résistante à la sécheresse, mais c'est une culture d'été, donc qui souvent est confrontée à de fortes chaleurs, et ce sera avec le réchauffement climatique sans doute de plus en plus important, et la résistance aux maladies. Donc vous trouvez au niveau de la diversité des ressources génétiques dans le tournesol des plantes qui ont ces résistances naturelles aux maladies. Elles ont on cumule en fait des résistances naturelles aux maladies qu'on va trouver dans diverses sources de tournesol plus ou moins sauvages ou domestiqués. D'accord, donc comme le colza, c'est à peu près 8-10 années de recherche pour créer une nouvelle variété de tournesol? Alors classiquement, c'est 8 à 10, mais avec les nouveaux outils en fait, de sélection génomique, de culture en serre par exemple, de culture in vitro, on peut arriver à raccourcir les cycles et arriver à 3-4 ans. Et aujourd'hui, la France se positionne comment au niveau mondial sur cette dynamique de recherche en création variétale de Alors clairement, tournesol? la France sur le tournesol est le leader mondial, aussi bien au niveau de la recherche publique que de la recherche privée. Il y a notamment un très gros projet collaboratif qui s'appelle Sunrise, lever de soleil en bon français. Et ce gros projet est d'ailleurs présenté sur un stand de l'INRA ici, et donc il rassemble tous les sélectionneurs privés et publics. Et il y a eu récemment en fait publication d'une découverte majeure en fait pour le monde du tournesol, qui est le séquençage complet de l'ADN du tournesol. Donc c'est un résultat à portée mondiale, et ça devrait permettre encore d'améliorer notre efficacité dans le travail de sélection. Oui, parce que plus vous aurez de fiches d'identité génétique sur chacune de vos plantes, et à partir de là, vous pourrez isoler plus facilement les caractéristiques que vous recherchez. Oui, ça va accroître en fait notre compréhension du fonctionnement du génome du tournesol et nous permettre de bien taper, cibler exactement les bons gènes les plus intéressants pour la résistance aux maladies ou la qualité d'huile. Donc une fois que vous avez trouvé ces nouvelles variétés, Sébastien Deraf, comment faites-vous? Vous avez des variétés, vous les inscrivez, comment ça se passe pour les mettre un peu à disposition des agriculteurs? Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si le sélectionneur a trouvé une bonne variété, il n'a pas l'autorisation de la commercialiser, de la développer en France ou même en Europe, sans autorisation qui émane donc du ministère de l'Agriculture. Et il y a 2 années, en tout cas pour le colza, 2 années de tests, donc avec des critères qui peuvent être éliminatoires, bien sûr, et des critères qui permettent d'amener des bonifications ou des malus. Le premier, c'est le rendement, on l'a dit, d'accord? Donc on va avoir le rendement sur une base 100. Et ensuite, vous allez avoir, si vous avez un bonus huile par rapport à ce qui existe déjà sur le marché, vous allez avoir une bonification. Si vous êtes moins bon, un malus. Même chose pour les protéines. Je n'ai pas parlé des glucosinolates, c'est un terme un petit peu barbare, mais je dirais c'est ce qui permet aujourd'hui, avec un taux très faible, d'être consommé par les animaux, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. La seule chose, c'est qu'il faut avoir un taux très faible. Si le taux est trop élevé, vous êtes éliminé. D'accord, donc c'est des critères extrêmement stricts. Tout à fait, c'est extrêmement strict, et il y a en gros, chaque année en France, il y a entre 5 et 15 nouvelles variétés qui sont développées sur le marché, donc en termes de colza, en colza. Il y a combien de variétés de colza utilisées par nos agriculteurs en France environ? Alors, après, si on regarde, potentiellement, il y en a beaucoup. Mais c'est comme, finalement, le travail du sélectionneur, c'est un travail de course. Course après le rendement, course après l'huile, course après les protéines. Donc l'objectif étant d'être sur la ligne d'arrivée, puisque l'agriculteur, lui, va regarder il va regarder la ligne d'arrivée. Donc finalement, on se rend compte qu'avec une dizaine de variétés, vous avez 80% ou 80%, 60% du marché, 60 à 80% du marché qui est fait avec 10 variétés. Alors, mais vous avez des variétés qui sont adaptées spécifiquement à des régions? Vous avez des centres de recherche partout en Europe? Alors KVS, c'est une entreprise européenne, hein, enfin même internationale, mais je dirais pour le colza, on travaille essentiellement dans les 3 gros pays, Allemagne, Pologne et France. Donc on a un tronc commun, je dirais, de recherche dans ces pays.
Et après, on va aller chercher terroir par terroir. Je dirais évidemment, les conditions continentales de la Pologne ne sont pas les mêmes que les conditions d'un colza en Normandie. Les maladies ne sont pas les mêmes non plus. On a une maladie qui est très présente en France, qui est le FOMA, qui va être aussi évaluée à l'inscription. C'est-à-dire que si on est bon en FOMA, on a des bonus. Le FOMA est très secondaire dans les autres pays. Donc il y a vraiment des spécificités indispensables à prendre en compte pour développer une variété. Donc aujourd'hui, nos agriculteurs achètent des variétés avec des fiches d'identité bien précises qui répondent à leurs débouchés, à leur filière. Tout à fait. Ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que pour nous tous, quand on traverse nos plaines du centre ou je dirais de Bourgogne, qui sont les grosses régions à colza, on voit beaucoup de fleurs jaunes, c'est magnifique. Il faut imaginer qu'à chaque fois, c'est potentiellement une variété différente. Je dirais c'est comme si dans une foule, on imaginait que tous on est les mêmes, mais non, tous individus, on est différents. Je dirais là, en quelque sorte, c'est un petit peu la même chose. Alors Thierry André, le tournesol, on l'a vu, de nombreux débouchés. Parlez-nous un peu de cet avenir autour des biocarburants, de la chimie. Quels sont les grands axes aujourd'hui de développement de ces cultures ? Alors effectivement, quand les premières variétés de tournesol oléique sont arrivées sur le marché, elles ont été identifiées comme étant potentiellement de très bons candidats pour faire du biodiesel, parce qu'il y avait une qualité particulière de l'huile. Et donc on a renforcé nos travaux de sélection pour créer des variétés pour cette nouvelle utilisation biocarburant. Mais en fait, il s'est avéré assez rapidement qu'il y a un critère de coût de revient de ces biocarburants, parce qu'il faut quand même être compétitif un minimum avec les carburants classiques issus du pétrole. Et le tournesol, en tout cas en Europe de l'Ouest, s'est avéré assez vite ne pas être un aussi bon candidat que le colza, parce que la productivité du tournesol en Europe de l'Ouest est inférieure. D'accord. Et si je peux ajouter encore un peu quelque chose, il y a un petit côté aussi éthique à brûler dans un moteur une huile qui a quand même de grosses qualités diététiques et qui est largement consommée en alimentation humaine, qui consomme toute l'huile produite en Europe pour le moment. Et juste très rapidement, au niveau de la chimie verte et de ces nouveaux développements de tous ces débouchés, parce qu'on voit qu'au niveau du tournesol, il y a quand même une diversité d'utilisation. Il y aura forcément des utilisations en chimie verte. Il y en a déjà. Il y a des plastiques, il y a tout un tas de composants qui sont déjà faits, mais ça ne représente pas des volumes énormes d'huile consommée. Alors, Elisabeth Païs, pour terminer, vous avez face à vous les créateurs des variétés de demain. Quel est votre désir aujourd'hui pour l'huile que nous aurons dans nos cuisines dans 20 ans ? Alors, il faut savoir que, notamment sur notre produit fleur de colza, nous travaillons déjà sous forme de filière avec 1000 agriculteurs. Et puis justement, nous allons travailler sur des cahiers des charges qu'on fait évoluer d'année en année sur le choix des graines, avec des graines. Alors nous, on cherche les graines qui sont les plus riches en oméga 3 pour avoir un produit qui soit le plus riche en oméga 3 au vu des nombreuses déficiences qu'il y a dans la population, et pouvoir comme ça, avec une cuillère à soupe, couvrir un maximum de besoins. Mais aussi, nous allons travailler sur les conditions de production pour... Voilà, on va chercher à favoriser les meilleures conditions de production pour l'environnement et donc limiter l'émission des gaz à effet de serre notamment. Très bien, donc 2 plantes aux merveilleux atouts écologiques. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission de Semence Mag, et d'ici là, n'oubliez pas, la semence est au cœur de la vie.